Bonsoir à tous, bonsoir. Alors, ce soir, nous parlons de Vert, Histoire d'une couleur, livre de 220 pages, paru en 2013, dont l'auteur est bien entendu Michel Pastoureau, et que vous trouvez alors à deux prix différents, que vous trouvez soit au prix de 9 € en poche, 9 bien entendu, et de 40 € au seuil en format 25 par 25. Commençons comme d'habitude par l'auteur et le contexte. Alors, on a déjà parlé de Michel Pastoureau 2 fois l'an dernier, on ne revient donc pas sur sa biographie. C'est un des historiens les plus connus et médiatiques, je pense en tout cas, avec un domaine de compétences qui favorise ce genre de choses, puisque le symbole, l'animal, la couleur, l'héraldique, ce que vous voulez on va dire de son domaine de compétences, eh bien, sont des thèmes riches d'anecdotes et de points méconnus, où l'on risque, ma foi, assez peu l'anathème. Ce n'est pas un sujet de passion violente, de nos jours en tout cas. Alors dit comme ça, on dirait un Max Gallo mixé avec Pierre Bellemare, prenez ça, les zoomers en termes de références mortes, mais bon, c'est une sommité dans son genre, et ma foi, il en faut. Après avoir parlé du bleu, le premier livre de sa série de l'histoire d'une couleur, nous avions parlé du jaune, qui était l'antépénultième paru à ce jour, et nous allons donc parler aujourd'hui du troisième, le vert, qui lui est paru en 2013. Toujours pas d'ordre là-dedans. Mais, et c'est la magie du hasard dirigée par le sort, ou du doigt tendu de Dieu, qui sait, en même temps, bleu puis jaune pour arriver à vert, il y a peut-être inconsciemment une logique mentale à l'œuvre. Et en plus, on traite en troisième le troisième volume de la palette. Tout à fait incroyable. On croirait que c'est fait exprès, eh bien non. Donc au-delà des merveilleux symbolismes freudiens enterrés dans un esprit malade que vous trouverez dans la chose, il était aussi intéressant, après les deux premières moutures, d'envisager avec le vert une troisième évolution chromatique. En effet, le bleu, je vous rappelle, connaissait une courbe dans le temps d'appréciation et d'utilisation positive, à l'inverse exact du jaune, alors que le vert a lui plutôt une évolution sinusoïdale au global et dans son détail. C'est d'ailleurs le livre qui est divisé pour le moment en le plus grand nombre de chapitres, 5, là où il en suffisait de 3 pour dégrader le jaune et de 4 périodes pour faire évoluer le bleu vers la couleur préférée du monde occidental. Le but de cette lecture étant aussi, sans faire un travail comparatif, puisque cela reste un propos qui concerne un livre dans ma restitution et une couleur pour l'auteur, et la série en compte un grand nombre, mais disons que cela permet de voir quelques permanences ou différences chez Pastoureau. Je suis fatalement curieux, par exemple, de voir si la simplification du jaune, dans un livre de parution plus récente, eh bien, si elle répond vraiment à son histoire chromatique ou à un besoin de peut-être de rapidité de publication, que ce soit une nécessité éditoriale ou bien une nécessité due à l'âge de l'auteur. Le temps passant, il se fait plus rare. Le dernier, Rose, fait par exemple un quart de moins que les précédentes en nombre de pages. On reparlera de ce dernier dans l'année, alors peut-être que ça tient simplement à l'histoire de cette couleur, mais c'est toujours intéressant de voir quel est le suivi un petit peu fait par l'auteur de ces couleurs dans leur traitement et dans son travail. Bref, allons-y. Alors l'introduction de l'œuvre est assez différente des deux autres, beaucoup plus identifiée au travail de l'auteur, en même temps il en a fait beaucoup, il faut trouver un angle d'attaque à chaque fois. Et néanmoins rappeler le plus important, ce que nous avions déjà dit, le plan du livre est chronologique, et c'est l'histoire du vert dans la durée et dans l'ère européenne qui est étudiée. Ce n'est pas la définition du vert ou de la couleur. Pour le reste, le propos est similaire au précédent, sur les difficultés, sur le travail du temps entre l'objet d'origine et celui que nous voyons, sur les biais culturels, sur la problématique épistémologique, où l'on place nos concepts et nos anachronismes sur le passé, une sorte de palimpseste mental,
ou eh bien les problèmes méthodologiques dans un domaine qui est peu exploré, assez peu codifié, et où chaque chercheur définit finalement sa voie en l'absence de tracé académique. Bien, vous l'aurez compris, la société fait la couleur et l'historien, lui, fait de son mieux. Je vous renvoie au pire aux précédentes introductions, comme pour la biographie de l'auteur. Allons-y pour le vert donc, et sa trajectoire mouvante. Alors, les vers vont sauver le monde, mais comment ? Comme les autres, on l'a dit, l'étude sera chronologique et occidentale, tout en étant bien sûr transversale dans les modes d'expression, les visions, les techniques de la couleur verte. La première partie de l'œuvre est consacrée au premier temps de l'humanité jusque l'an 1000. On a déjà évoqué bien entendu la triade primaire, blanc, noir, rouge, que l'on n'a d'ailleurs pas fini de faire puisque les 3 livres restent à traiter dans mon travail. On peut s'interroger néanmoins sur l'absence du vert qui est pourtant omniprésent naturellement. Volonté ou impossibilité de l'utiliser, impossibilité technique par exemple, bien peu importe, on ne sait pas, mais il est un absence, ça c'est une certitude. Alors je vous ai mis ici un casque hoplitique grec où l'on voit cette patine bleu-verte du temps due à l'oxydation, en écho aux propos qui vont suivre, parce que, eh bien comme pour le bleu, c'est poser la question de savoir si les Grecs voyaient le vert. Et comme pour le bleu, bon, la question nous paraît aujourd'hui dépassée certes, mais reflétant son faible rôle jusqu'au Moyen-Âge au moins. Le grec a un lexique des couleurs imprécis, et à la traduction fort complexe qui va de la luminosité à l'émotion. Mais le mot propre désignant la couleur, le mot précis pour une couleur, disons, ne semble pas pour autant lui manquer. Nommer le vert semble être de peu d'intérêt, en dehors finalement de lorsqu'il est une couleur proprement fabriquée et non naturelle. Alors ici, dans ce livre, Pastoureau est un petit peu plus prolixe sur le débat du daltonisme ou de l'aveuglement grec par rapport au bleu et au vert. Ça ferait d'ailleurs pas un mauvais sujet d'onanisme et découverte, mais nul besoin de s'y attarder car, sauf immense surprise, on ne sait jamais, bien le débat est tranché de façon certaine, ça n'est pas une question qui a du sens, bien entendu qu'il voyait le bleu et le vert. Toujours est-il que la chose est un petit peu plus étayée ici que dans le bleu. En même temps, il est assez logique que des œuvres séparées mais liées forment un ensemble seulement une fois toutes lues et que l'auteur profite de l'une ou l'autre pour appuyer ou non certains thèmes. Je cite l'auteur. Pour ma part, j'aurais tendance à penser que si, dans une société donnée, une couleur n'est pas ou peu nommée, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas vue, mais parce qu'elle joue un faible rôle dans les activités humaines, les relations sociales, la vie religieuse, le monde des symboles et de l'imaginaire. Alors toutefois, changeons de civilisation, chez les Romains, aucune difficulté à nommer le vert. C'est le viridis de la vigueur, hein, le vir de l'homme, hein, viril, on en tire un certain nombre d'adjectifs en français. La nuance lui ajoute des suffixes, d'autres mots existent, mais viridis est le maître mot. Alors, de la même façon, pourquoi cette aisance par rapport au grec? Est-ce simplement mental? Est-ce que c'est technique? Pareillement, on ne sait pas. Pourtant, jusqu'à l'Empire, le vert est peu présent, notamment dans l'habit. Question de teinture, puisque le vert produit par les plantes est une couleur assez terne. Et donc, mis à part dans le vert, la matière, eh bien pas de vert. À l'inverse des mondes barbares égyptiens où le vert est plutôt bienfaisant, symbole de croissance et fertilité. On en avait déjà parlé, je crois, en un mot, ou peut-être même mise en image. Nous avions parlé du mobilier funéraire bleu-vert égyptien à l'occasion de la première présentation. Sous l'Empire, le vert, comme le jaune, devient féminin sans que l'on ne sache bien par quel biais technique s'adapte l'offre. Il devient aussi couleur artistique de l'aristocratie, en même temps il est difficile de lui échapper pour représenter la nature. Et Pastoureau aborde ensuite eh bien ce qu'il n'avait pas fait pour le bleu, et que je n'avais d'ailleurs pas noté comme mission à ce moment-là, dans une histoire peut-être soit chromatique, qui paraît plus riche pour le bleu, ou peut-être aussi que je suis maintenant plus rodé à l'exercice, en tout cas je l'avais noté comme point important pour le vert avant même de commencer sa lecture. Eh bien j'ai nommé les couleurs de l'hippodrome, qui seront principalement le bleu et le vert assez rapidement.
Je vous ai mis ici un panneau de la basilique Iunius Bassus à Rome, hein, qui est en opus sectile, qui est, je crois, une technique d'insert de marbre dans la roche, si je ne dis pas de bêtises, je ne suis pas expert artistique. En tout cas, vous voyez bien les couleurs des différents cavaliers, rouge, bleu, vert et blanc. Thème qui paraît quand même impossible de ne pas évoquer quand on connaît l'importance primordiale des dèmes à Rome, puis surtout Constantinople, vous connaissez mon amour pour la chose, et la marginalité par ailleurs de ces deux couleurs à l'époque. Deux constats frappants, mais je n'ai pas forcément d'explication. Enfin si, ça représente les saisons bien entendu, mais du coup sur la symbolique en elle-même, deux couleurs qui sont peu usitées et qui se retrouvent finalement très importantes, je n'ai pas forcément toutes les réponses, je vous l'avoue. Comme pour le bleu, le vert n'est pas une couleur biblique, le texte est assez peu coloré, on l'avait dit, il devient pourtant une couleur moyenne qui devance un certain nombre d'autres, hors triade blanc, rouge, noir, peut-être, et je crois que nous en avions aussi parlé à l'occasion du bleu, par germanisation des mœurs et des techniques dans l'Antiquité tardive, puisque je le répète, hein, le bleu est barbare, le vert aussi, hein, la couleur en général, même si à la marge c'est toujours discutable, mais la couleur est très largement barbare dans la Rome antique. Je n'évoque pas le vert de l'islam, couleur politique des descendants du prophète, qui finit par incarner une religion, mais qui n'est pas tellement liée à l'ère occidentale, en tout cas pour le moment. Alors, ça changera peut-être. La seconde partie s'attache au vert comme couleur courtoise, soit du XIe au XIVe siècle. Au lendemain de l'an 1000, le vert abandonne sa discrétion pour intégrer le monde des représentations. Alors il est difficile de connaître cette belle couleur décrite hein, d'un temps où nous sommes, comme les temps précédents, prisonniers d'un lexique éloigné de nos sensibilités, éloigné aussi de l'état originel de l'œuvre. Bref, il est difficile de juger la belle couleur à 1000 ans de distance. Vous avez ici un très beau vitrail du prophète Osée à Augsbourg, qui date du, je crois, 11e ou 12e siècle, avec ce très beau vert. Alors certes, par tradition, le vert est couleur de la nature et couleur apaisante, jusqu'à devenir couleur de la pharmacopée. Il est aussi, comme on l'a dit avant la découverte du spectre chromatique scientifique et de la couleur en sciences physiques, il est une couleur moyenne. On va dire que le spectre du temps, c'est blanc, jaune, rouge, vert, bleu, violet, noir dans la tradition. C'est donc une couleur en plein milieu comme le bleu, une couleur tempérée, donc une belle couleur, même si la nature n'est pas forcément verte d'ailleurs du point de vue de la science des éléments du temps. En tout état de cause, l'iconographie et la poésie font du vert le lieu de la nature et surtout du verger, donc lieu de repos et de méditation avant d'être même un lieu planté, modèle de l'Éden, bien entendu, jardin idéal de l'agrément, symbole donc, rempli de symbolique lui-même, puisque chaque plante a son association d'idées, de vertus ou autres. Il est aussi, ce vert, la couleur, et la seule couleur du printemps, saison bien entendu de la renaissance et du plaisir, du retour de l'homme dans le monde. C'est le temps de pause entre le froid hivernal et les travaux de l'été, et donc le temps du badinage et de l'amour, inspiré bien entendu par la nature, qui est un symbole, certes, une convention, mais qui acquiert sa force, parce que c'est aussi une réalité. Au-delà du monde naturel, je ne vais pas vous apprendre que la vie des hommes de jadis n'est pas marquée par les saisons comme nous pouvons l'être, parce que nous, quand il fait froid, on n'est pas content, on fait gaffe en bagnole et pas plus. C'est un monde, vous le savez, largement paysan, donc saisonnier, et le symbole n'a pas la même force dans les esprits. Le printemps n'est pas juste une saison, c'est une question quelque part de régénérescence, de vie ou de mort, et d'où la force, en conséquence, de la couleur qui lui est associée. Le 1er mai est une fête traditionnelle, on porte verdure sur soi, on porte verdure en la maison, reliquat païen, reliquat celte, reliquat romain de la fête de Floralia, et puis qui finira en fête du travail à notre muguet, fleur, donc élan du cœur amoureux, amour et espoir, donc couleur aussi de la frivolité de la jeunesse. Couleur de l'adolescence, puisque symbole de la plante et du fruit avant maturité,
couleur de l'espoir, couleur des femmes enceintes, dichotomie entre l'amour-espoir du vert et l'amour-passion du rouge. Venons-en aux propos sur la chevalerie comme le jaune. Le lien avec l'amour courtois est facilement établi, je pense qu'on le comprend très bien ce que l'on a dit juste avant. Le vert y est largement employé dans l'étoffe et le vêtement, la littérature laisse une bonne place au chevalier monochrome, et le vert étant le chevalier ardent qui perturbe l'ordre établi. Là où le jaune, vous vous rappelez, était plutôt le chevalier félon. Par contre, alors même propos que les deux couleurs précédentes, en tout cas quant au sujet en tant que tel, non pas sur le fond, puisque le vert est lui un absent de l'héraldique, qui est une étrange absence dans cette marque de l'identité et de la possession au Moyen-Âge. On avait parlé, en tout cas je me rappelle avec le jaune, des règles d'association de l'armoirie et du blason, donc on n'en reparle pas ici. Alors, est-ce que cette absence, encore une fois, est une raison, l'est pour une raison pratique, technique ou symbolique? On ne sait pas, mais le fait est là. Le vert héraldique, dans sa domination, est d'ailleurs sinople, qui est un terme apparu au milieu du XIVe pour le caractériser, pour remplacer le vert, et terme bien qui désignait auparavant le rouge, puisque tiré de l'ocre exploité autour de Sinope en Turquie actuelle. Bref, le mot va très rapidement changer de sens, sans que l'on ne soit en mesure de retracer vraiment le pourquoi et le comment. Eh bien, le comment, un mot qui traduit le rouge, va maintenant signifier vert. La troisième partie est celle du vert qui devient couleur dangereuse du XIVe au XVIe siècle. Pourquoi? Eh bien, il commence à se dévaluer. La jeunesse, l'amour, tout ça c'est très sympathique, mais c'est aussi très instable. Le diable remonte est usuellement noir et, en tout cas, ou rouge, petit à petit le démoniaque devient vert. Est-ce que c'est la dévalorisation de la couleur qui provoque sa diabolisation? On ne sait pas. En tout cas, au-delà de Satan et son cortège, qui ne change pas forcément de couleur, vient aussi son bestiaire, vert, très souvent les reptiles. On avait déjà dit à quel point ces derniers étaient détestés à Montaillou, les seuls animaux négatifs avec le loup ou quasiment. Animaux rampants et dangereux, jusqu'au dragon que l'on craint, puisque bien entendu il existe. Animaux aquatiques aussi, comme la grenouille, bref, animaux empoisonneurs, gloutons, traîtres et luxurieux. Couleur aquatique aussi, le vert, parce que l'eau est souvent verte au Moyen-Âge, en tout cas plus souvent qu'en des temps, on va dire, tardifs dans sa pensée et sa représentation. Le vert, d'ailleurs, peut même se faire verdâtre et devenir la couleur du cadavre et de la maladie. C'est aussi, au-delà du simple démoniaque, la couleur de toutes les créatures fantastiques, jusqu'à peut-être nos petits hommes qui ne sont peut-être pas verts par hasard, et sans doute issus et fruits de la tradition. Mais il n'y a pas que les animaux, les démons et les sorcières et ce que vous voulez. La couleur devient celle du poison vénéneux et de la plante toxique. Elle devient celle du crapaud et de sa bave, fatalement. Cette mutation se retrouve aussi dans le Chevalier Vert de Gauvin. Je crois qu'il y a eu un film d'ailleurs il n'y a pas si longtemps où c'est un Indien qui joue Gauvin. Bref, je l'ai vu, ça m'a pas marqué. Bref, le Chevalier Vert, récit du Moyen-Âge en l'occurrence, devient inquiétant, doté de pouvoirs magiques ou maléfiques. La dévalorisation, elle est aussi issue de la difficulté tintoriale, non pas tellement dans la méthode, mais on l'avait dit, la capacité d'une teinture verte solide et de masse pouvant répondre au goût de luminosité chromatique du Moyen-Âge finissant. De même, je crois que l'on en avait parlé avec le bleu, mais l'organisation de la corporation des teinturiers scinde les couleurs et les matières, donc règlement des lieux, des droits et usages de la production, interdisant donc un mélange bleu et jaune, devenu du coup matériellement impossible, et qui se fait fatalement au détriment du vert. Or, ce vert, il est difficile à fabriquer, on l'a dit, il revêt un aspect délavé et terne lorsqu'il provient du végétal. Il est alors une couleur de vilain ou de veneur, à moins de teinture minérale, comme le verdet, l'acétate de cuivre, mais qui est extrêmement toxique et, en plus de ça, non durable. Donc,
À la fin du Moyen-Âge, c'est une couleur vestimentaire peu usitée. Cette vision négative continue les propos sur l'amour, la fortune, la jeunesse, le changement et l'éphémère, mais aussi, en conséquence, le traître et le mensonger, un peu comme le jaune d'ailleurs en pleine phase descendante. On avait l'opposition temporelle clair, bleu, jaune, là on a avec le vert des similarités avec les autres couleurs selon la phase historique traversée, ce qui est le principe du recoupement des droites. Se retrouvent donc, parés de vert ou de jaune, les félons, Judas, Caïn, les professions à la marge, bourreau, prostituée, éventuellement streamer Twitch. Il devient aussi associé à l'avarice, tout en gardant son lien avec la capricieuse fortune, devenant la couleur du billet vert, du tapis vert, du billard par exemple, voire plus tard du terrain de sport, même si bon, le gazon est plus pratique que le ciment pour les tacles et les plaquages. Subsistent quand même en ce temps quelques résidus positifs, comme pour le jaune d'ailleurs. La fin du Moyen-Âge est une époque d'analyse de la couleur, le vert reste tout de même une couleur de la joie et surtout de la nature, donc le lieu du poète, du cœur et de l'esprit. La quatrième partie est celle d'une couleur secondaire du XVIe au XIXe siècle. Religion, art et science conduisent le vert au déclin jusqu'à son renouveau. On a déjà parlé de cette morale protestante qui chasse la couleur du temple et de la vie quotidienne, et des arts aussi, hors des paysages colorés, puisque ça reste la célébration de la création. Pour les peintres, aucun document, nada, ne parle du vert comme mélange du bleu et du jaune au début de cette période. Seuls les enlumineurs semblent l'employer au Moyen-Âge, et on ne sait pas à partir de quand se répandit la pratique en peinture, mais en tout cas pas au début de cette époque, et ensuite seulement chez des peintres modestes généralement. Ce qui ne veut pas dire que ça n'était pas constaté et pratiqué à la marge. C'est le cas de Giorgione, par exemple. Vous avez ici la tempête en 1508, mais c'est le mot, ça reste marginal et sans texte pour le dire. Ça repose fatalement sur des analyses chromatiques. Ici, avec le vert, et à la différence du bleu, à cette époque, pas de révolution tintoriale ou picturale avec le Nouveau Monde et ses plantes. Et de pair vient la science, pareillement, nous en avions déjà parlé, qui fait du vert fatalement une couleur secondaire. Statut qui va déborder la science pour devenir réalité et habitus. Néanmoins, l'impact sur les mœurs, vous vous en doutez, n'est que progressif. Le vert reste encore employé ponctuellement, jusqu'au roi Henri IV, Henri III, Louis XIII aussi, je crois, après avoir vérifié. Je crois que je suis allé chercher la chose à l'époque où je prenais ces notes, mais ils font figure d'exceptions européennes. On pourrait toujours parler du vert galant, mais le terme renvoie plutôt à la vigueur du trousseur de notre bon roi Henri IV. Le vert est au mieux la couleur du bourgeois enrichi, c'est la couleur du ridicule chez Molière, et c'est aussi, malgré ce que l'on vient de dire du royal et du bourgeois qui peut l'employer, avant tout un marqueur social de la basse roture. Ce qui n'est pas une question en fait de différence symbolique chromatique, mais surtout, on l'a dit, de différence de qualité de teinture. Puis, c'est le retour à la bigarrure au XVIIIe siècle, de pair avec la lumière, la chimie et la physique, et la technique aussi, c'est le désenchantement du monde, foin de la fée, place aux nuanciers. Mais, encore une fois, on l'avait dit, c'est le temps du bleu, pas du vert, donc c'est le temps du bleu de Prusse, qui est le premier colorant artificiel, et indigo du Nouveau Monde oblige. Le vert reste délaissé et ne fait son retour qu'à la fin du siècle, dans le pré-romantisme et la nature, et comme couleur de la liberté face au rouge de l'interdit, symbolique de signalisation toujours pertinente, apparue en mer du Nord dans la seconde moitié du XVIIIe, feu vert, feu rouge. Enfin, historiquement, et dans le livre, voilà la dernière partie, la couleur apaisante du XIXe et du XXe siècle. C'est l'histoire donc d'une couleur dévalorisée qui devient apaisement puis idéologie. Retour à la mode du vert sous l'Empire, couleur de la bourgeoisie, on l'a dit, ça fait sens, le vert est progressiste. Vert impérial, vert de Schweinfurt, de son autre nom, possiblement assassin de l'empereur, mais c'est très discutable, on y reviendra.
Mais surtout, et ça c'est un fait, assassin avéré de milliers de gens jusqu'au mi-temps du 19e, puisque colorant hautement toxique, hein, je vous laisserai regarder tout ça si ça vous intéresse, hein, vous regardez, je sais pas, sur Wikipédia, Vers de Schweinfurt, et puis voilà, vous regardez un petit peu son histoire, c'est de l'ordre de l'anecdote. En tout cas, et en conséquence, il est peu à peu interdit, et cela explique l'abandon progressif du verre en intérieur à cette époque et sa mauvaise image pour un temps. Il n'empêche que l'on avait, c'est un fait, des progrès de la couleur en chimie, du pigment et du colorant. C'est beaucoup moins le cas en peinture, où le verre seul reste peu courant, cher, hein, comme le verre de cobalt, ou toxique, et où le mélange bleu de Prusse, jaune de chrome se dégrade très rapidement. Vous en avez ici un exemple, le dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte, un très connu tableau de Georges Seurat. Alors, on ne voit pas forcément très bien, mais bon, c'est du pointillisme, hein, mais beaucoup du verre qui a été mis par l'auteur s'est dégradé en fait en point marron, ce qui est une normalité dans le mélange. Il faut attendre finalement la fin du siècle pour que le verre outre-mer artificiel se répande et que, couplé au tube en métal qui a été inventé par John Goffrand en 1841, qui apparaît vers 1860 en Europe, donc pour que les deux ensemble se répandent aussi largement et pour que l'on puisse surtout enfin peindre en extérieur, ce qui veut dire peindre la nature in situ, et la peindre eh bien, beaucoup plus largement et donc la trouver beaucoup plus répandue. Il n'empêche que le vert reste donc secondaire, simple complémentaire du rouge primaire, et ce d'autant plus que l'on découvre à cette époque-là le travail du cerveau dans la perception des couleurs, hein, un peu de bleu, un peu de jaune, et puis finalement l'œil fait le reste. Bref, la science dicte à l'art comment peindre, hein, le positivisme en gouache. Au moment de cette révolution industrielle dont nous avions tant parlé avec Skyros, eh bien le verre paye son image de toxicité, de frivolité, et il est largement exclu par la domination protestante, hein, on l'avait dit dès la première couleur, et donc du marché où seul le bleu foncé à la limite reste admis. Il ne faut pas l'oublier, encore une fois, cette mainmise protestante sur le monde froid de la machine au 19e et 20e, et finalement le vert trouve sa place comme couleur des ordures et du militaire. Donc là où il trouve sa place finalement, c'est comme couleur de la préoccupation idéologique, écologique, préoccupation ancienne, hein, ça n'est pas nouveau, c'est celle de la ville grise du 19e, égayée par l'espace vert, vert jusque ses bancs, ses poubelles et ses grilles. Le vert pénètre alors l'espace de vie et de travail, considérations, disons, visuelles et hygiénistes, qui se rejoignent dans le vert médical traditionnel, de l'enseigne de pharmacie ou de la blouse d'hôpital, c'est la couleur de la salubrité, d'où les ordures, hein, la tenue et le conteneur. Peu de choses viennent du hasard. Ce statut n'a pas tellement varié aujourd'hui, il reste ce vert la couleur du jeu, du jardin et de l'hygiène. C'est devenu aussi, vous le savez très bien, une couleur politique, revendiquant la sauvegarde de l'environnement. On n'avait pas vu le vert comme couleur politique depuis au moins la fin des dèmes byzantins. C'est aussi devenu la couleur du bio. Je cite l'auteur, « Tout un courant de pensée semble avoir confisqué l'usage et la symbolique du vert. Celui-ci n'est plus tant une couleur qu'une idéologie. » C'est vrai qu'on va finir par avoir un transfert de sens à force. Il est donc devenu de bon ton d'être vert en société, on est prêt à tout verdir, hein, même le logo McDonald's. Ceci étant, même avant et malgré son caractère secondaire, on l'a dit, le vert gardait quelques faveurs. Ce qui est d'ailleurs un peu mon cas, et ça a sans doute joué dans mon opinion sur le livre. 15 à 20% des gens en font leur couleur préférée, loin du bleu, mais comme ce dernier, dans une proportion qui ne varie pas depuis la fin du 19e siècle, et finalement il est une des 2 ou 3 couleurs préférées en Occident. Je cite l'auteur, « Autrefois délaissé, rejeté, mal aimé, le vert est devenu une couleur messianique, il va sauver le monde. » Alors, comme d'habitude, pourquoi que c'est important et qu'est-ce que j'en ai pensé ? Bon, sur le bien en lui-même, ça reste, je l'ai déjà dit, je le redis, de beaux livres. Ça coûte un peu cher dans son format 25 par 25, ce sont de beaux objets, c'est certain, qui égayent une bibliothèque. Je ne suis pas sûr que le visuel soit néanmoins vraiment le motif d'achat d'un livre, à moins que ce soit le calendrier Pirelli ou les dieux du stade. Alors pourquoi j'ai été plus
sensible à celui-ci, moins déçu. Je suis assez incapable de vous le dire. Question de temps de lecture, question de sensation, peut-être simple question chromatique, hein, qui sait. Sans doute aussi que je savais à quoi m'attendre en l'ouvrant, donc mon esprit était préparé à ce qu'il allait y trouver, hein, pas de déception possible. C'est étrange, hein, mais en même temps c'est l'intérêt de l'expérience répétée et de la confrontation. J'ai apprécié ce livre plus que les deux précédents. Est-ce que c'est le vers qui m'apaise, hein? Est-ce que c'est le fait, je m'en souviens de l'avoir lu en vacances, donc un peu déchargé des journées de travail en amont qui polluent l'esprit? Est-ce que c'est ça? Je m'en souviens aussi, sa bonne odeur de livre neuf quand je l'ai ouvert, j'en sais rien. Peut-être que ça vient aussi plus sérieusement d'une structure plus élaborée en 5 parties, donc peut-être moins simpliste, mais en tout cas les limites m'ont moins dérangé, je me suis laissé emporter, hein. J'ai l'impression d'être entré dans la peau du lecteur moyen qui trouve agréable ce petit moment sans être pointilleux et sans en demander trop non plus. Alors c'est toujours intéressant, au-delà de l'œuvre, bien entendu, d'envisager les couleurs et leur signification. Peu d'auteurs y font réellement attention, la plupart du temps ces dernières sont soit neutres, à peine évoquées, ou alors bien trop tapageuses, hein, dans la poésie, elles sont souvent empreintes de symbolisme, hein. Pour citer Musset, je me permets: que viens-tu chercher? Nous sommes vertes, pauvre enfant, nous portons la couleur de l'espérance. Mais en tout état de cause, eh bien, peu d'historiens leur confient un sens à ces couleurs, elles sont ici, elles passent, hein, dans le fracas des batailles et la vie des hommes plus ou moins illustres. Et finalement, il a fallu d'autres matières en sciences sociales pour qu'elles entrent dans l'histoire, et c'est finalement plus souvent dans la littérature classique qu'elles sont chargées de sens. Et pourtant, il faut le dire, le livre, c'est mon devoir d'honnêteté, n'est pas plus exempt de défauts que les deux autres itérations dont on a parlé. Je cite l'auteur. C'est pourquoi, devant le foisonnement des interrogations et la multitude des enjeux, tout chercheur, moi le premier sans doute, a tendance à ne retenir que ce qui l'arrange par rapport à la démonstration qu'il est en train de conduire. On ne peut pas le dire plus justement, en même temps ce sont ses mots, on a effectivement l'impression que Pastoureau arrange ses connaissances ou sa restitution et ne livre pas tout, au bénéfice d'un cadre contraint par la chronologie et la méthodologie, et peut-être par les demandes de l'éditeur, probablement même. On est parfois surpris, par exemple, de lire eh bien, telle ou telle référence à une autre couleur qui n'avait alors pas été traitée sous cet angle, tout en étant conscient bien sûr des limites inhérentes à l'objectif fixé aussi. Je pense à ce stade de mes lectures, et on en fera d'autres, hein, je compte vous livrer l'ensemble de la production. Je pense qu'il y a une tendance à la simplification avec le temps dans la publication, au bénéfice d'une chronologie d'abord et d'un sens de la démonstration ensuite. Le bleu partait de l'absent au présent, le jaune du présent à l'absent, et ici on part d'une couleur absente, puis positive, avant de redevenir secondaire pour trouver un caractère messianique dans la modernité, et le retour à sa première vocation, représenter la nature, et dès lors, eh bien, les propos et les choix qui sont faits, eh bien, ils obéissent à la démonstration de l'auteur. Je crois, et en fait c'est peut-être tout simplement ce que j'avais oublié de dire depuis le début, et de la vulgarisation avec ses avantages et ses inconvénients. Voilà, rien d'autre. C'est complet, ça n'est pas exhaustif, c'est à nous d'aller chercher plus loin. En même temps, il est probablement impossible d'être exhaustif sur la chose. L'objectif, c'est le survol et la connaissance générale, et pour le reste, c'est un fait, des livres complémentaires existent. Il y a toujours ces omissions sur lesquelles on tique, couleur dangereuse ou mal aimée, cortège du diable, ça n'empêchera pas François Ier de faire par exemple de la salamandre son animal, pas un mot non plus sur les tapisseries, peut-être que c'est mon tropisme de Creusois et d'Aubusson, mais les tapisseries sont souvent le vrai ornement d'intérieur du château, dans lesquels bien le verre se taille une part très importante. Pas non plus un mot anecdotique sur ce tableau scolaire, hein, parfois noir, souvent vert, pour ceux qui ont connu en tout cas l'époque de la craie. Mais peut-être aussi que eh bien, ces défauts sont là pour nous amener à réfléchir. Vous comprenez que si même nous on trouve 1000 choses à dire et à redire, l'auteur a sans doute dû se restreindre pour aller à l'essentiel. Et puis finalement, dernière petite critique, on trouve toujours ces thèses un peu forcées, comme c'était le cas avec le jaune postal, probablement faux. Ici, c'est l'empoisonnement de l'empereur au verre de Schweinfurt, hein, sur lequel insiste Pastoureau, et qui est largement discutable et discuté, et même probablement faux. Bref, arrivé à ce stade des lectures,
Eh bien, j'ai l'impression qu'en matière de couleur, on mesure l'ampleur de notre savoir qui reste assez simple et l'étendue de la complexité à laquelle eh bien, nous avons renoncé. Aujourd'hui, il est probable que n'importe qui connaît mieux le spectre chromatique réel, hein, scientifique, que n'importe quel érudit du 16e pour qui il n'existait simplement pas. Par contre, aucun d'entre nous ne saura aussi bien le décrire et l'expliquer, et la couleur a perdu sa symbolique pour devenir eh bien, simplement une question de goût personnel, souvent inexplicable, et à laquelle souvent on ne réfléchit pas. C'est donc toujours un rappel salutaire à mon sens pour aller chercher ce qui nous vient de loin, hein, rien n'est dû au hasard, et que nous pensons comme acquis au lieu simplement d'hérédité. Hein, mais ne vous attendez pas non plus à la lecture, encore une fois, à repartir tout à fait repu, et eh bien les livres ne sont pas donnés. Voilà pour ce soir. Alors comme d'habitude, nous terminons par une phrase et une note. Je vous cite la phrase: au paradis les yeux gris, au purgatoire les yeux noirs, en enfer les yeux verts. Et quant à la note, eh bien, vous me permettrez l'habituel et hilarant jeu de mots. Ce sera Greenpeace pas vert sur 10. Voilà, vous avez le droit de vous marrer. Bien. Nous en avons terminé pour le vert. Donc nous avions parlé du bleu et du jaune déjà. Nous parlerons du rose cette année. Nous parlerons l'an prochain normalement du bleu et du blanc et du rouge. Et nous terminerons par le noir, et je crois que notre cher Pastoureau n'aura pas le temps d'en produire d'autres. Donc nous aurons couvert bien l'ensemble de cette histoire des couleurs. Je pense fondamentalement qu'un seul de ces volumes aurait suffi en restitution pour vous faire comprendre effectivement la nature de ces œuvres, leurs limites, leurs forces. Maintenant, étant donné que je compte tous les lire pour, on va dire, mon plaisir personnel, je les ferai tous en restitution, et puis il y aura toujours des choses à picorer pour vous, et puis peut-être que ça peut, qui sait, éveiller ou susciter un intérêt. Toujours est-il que la chose est clôturée pour ce soir. Quant au programme de la semaine à venir, eh bien, programme chargé, puisque mercredi, eh bien, nous tournerons à nouveau cette vidéo de top 10 livres en compagnie d'Orictès, de Chouin et de Pierre. Vidéo donc, que nous devons refaire puisqu'elle m'a valu eh bien, un bannissement de 24 heures sur Twitch pour nudité. Voilà, puisque l'une des couvertures d'un des livres présentés eh bien, comportait une native de la Terre de Feu seins nus, ce qui semble eh bien, interdit par la morale twitchienne. Donc je m'incline et nous procédons autrement, surtout que je suis moi possesseur du même livre, et je n'ai pas la même couverture, en l'occurrence c'était Pierre qui le présentait, je n'ai pas la même couverture que lui, c'est une indienne, tout ce qu'il y a de plus présentable. Vendredi, nous poursuivrons notre Battle Royale sur Europa Universalis 4, donc la deuxième session, et dimanche, eh bien, nous aurons la deuxième vidéo historique de cette année 2026. Nous continuerons notre parcours italien, il est très loin d'être fini, et nous parlerons d'un sujet, ma foi, très intéressant, mais qui est un sujet de niche, et donc peut-être qui décevra certains. Nous parlerons des Grecs de l'Italie méridionale post-byzantine, même si nous ferons eh bien, quelques allusions à l'Empire, et donc quelque part cette histoire des Grecs de l'Italie méridionale, disons du 9e au 15e siècle. Voilà, hein, comment se constitue un peuple, comment survit-il et comment disparaît-il. Voilà, d'ici là, bien écoutez, je vous souhaite j'allais dire une excellente soirée de dimanche, mais la vidéo sera sur YouTube sans doute lundi, donc un excellent début de semaine. Nous nous retrouvons mercredi pour parler littérature. D'ici là, portez-vous bien. Quant à moi, je vous dis à mercredi.